tous. Aujourd'hui, dans notre petite capsule, nous allons vous présenter brièvement tout ce qui est en lien avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, bon visionnement. Voici une carte qui nous démontre clairement les principaux points de combat entre la Russie et l'Ukraine. Ces zones de conflit se retrouvent à l'est de l'Ukraine, près de la frontière qui sépare les deux pays. Je suis aujourd'hui en compagnie de M. Félix Nadeau. Bonjour, M. Nadeau. Bonjour, Daniel. Pouvez-vous me décrire brièvement la géographie de la zone de conflit? Oui. Premièrement, l'Ukraine est un État souverain en Europe de l'Est. Son paysage se compose principalement de plaines fertiles et de plateaux, traversés par des rivières. Ces différentes régions ont des caractéristiques géographiques variées allant des hauts plateaux aux plaines. Pour continuer, l'Ukraine a un climat principalement tempéré, à l'exception de la côte sud de la Crimée, qui a un climat subtropical. Le climat est influencé par l'air humide et modéré chaud provenant de l'océan Atlantique. Deuxièmement, selon le recensement ukrainien de 2001, les Ukrainiens représentent 77,8% de la population. Il y a aussi d'autres groupes significatifs à l'intérieur du pays, comme ceux qui se sont identifiés comme appartenant à la nationalité des Russes, qui représentent 17,3%. Les régions industrielles de l'Est et du Sud-Est sont les plus peuplées, environ 67,2%. De la population vit dans les zones urbaines. Pouvez-vous m'expliquer maintenant quelles sont les causes principales de ce conflit? Une crise prolongée en Ukraine a commencé le 21 novembre 2013, alors que le président Viktor Yanukovych a suspendu les préparatifs pour la mise en place d'un accord d'association avec l'Union européenne. En conséquence, cette décision a entraîné des protestations de masse par ses partisans. Après des mois de manifestations, Yanukovych a évincé par les manifestants le 22 février 2014 lorsqu'il a fui la capitale ukrainienne de Kiev. Celui-ci est remplacé par Alexander Turchinov. En réaction, la Crimée proclame son indépendance et vote pour son rattachement à la Russie. Rattachement reconnu par la Russie. Provoquant une crise diplomatique internationale, plusieurs autres provinces ukrainiennes à forte population russophone, notamment les Donbass, vivent des soulèvements similaires et organisent à leur tour des référendums d'autodétermination, afin de se séparer du gouvernement ukrainien en place. Pouvez-vous maintenant m'expliquer qui sont les principaux groupes impliqués dans ce conflit? Oui, eux qui sont concernés dans ce conflit sont principalement le gouvernement russe et ukrainien, mais aussi les pro-russes, les rebelles, l'armée ukrainienne et aussi les habitants de ces deux pays. Oui, allô? Bonjour, Mme Leboeuf. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui? Ok, pas de problème. Nous allons donc faire un appel conférence. Pouvez-vous nous expliquer l'ordre chronologique des événements durant la guerre? Oui, bien sûr. Alors commençons. Depuis les dernières élections présidentielles en Ukraine, la situation déjà s'installe est maintenant au bord d'un affrontement majeur entre le gouvernement et l'opposition. C'est toutefois lorsque Yanukovych refuse de signer le traité d'association avec l'Union européenne en novembre 2013 dans l'optique de signer un traité avec la Russie que les vrais problèmes commencent. En réaction, l'opposition organise une manifestation pro-européenne appelée Euromaïdan à Kiev. D'autres citoyens sont toutefois bien heureux de la situation et protestent en soutien à la fin des négociations avec l'Europe. Le premier ministre ukrainien Mykola Azarov finit par reconnaître que la Russie a dissuadé son pays de signer l'accord avec l'Union européenne. Les manifestations changent, l'opposition demande plus, réclame maintenant la démission du gouvernement. La révolution ukrainienne de 2014 conduit à la destitution du président Viktor Yanukovych et à la mise en place d'un gouvernement pro-européen. Tout cela se passe alors que la Russie est en voie d'instaurer une union douanière sur les frontières de la défunte URSS afin de faire contrepoids à l'Union européenne. Le 27 février 2014, la Russie engage des manœuvres militaires avec son armée de terre aux zones frontières de l'Ukraine, au prétexte de mettre à l'épreuve sa capacité. Malheureusement, des hommes armés prennent le contrôle de l'aéroport de Simferopol. Le ministre de l'Intérieur, Arsen Avakov, dénonce l'occupation de 2 aéroports par des hommes armés qui l'identifient comme des soldats russes. Poutine invoque alors la protection de ses citoyens alors que 1000 soldats russes encerclent les services des douanes et tentent sans succès de désarmer les unités ukrainiennes qui s'y trouvent. Vladimir Poutine s'exprime et nie la présence de soldats russes en Crimée. Cependant, Barack Obama rétorque peu après que ces déclarations ne trompent personne et qu'il s'agit d'une invasion russe. Le 6 mars, la Crimée demande à Moscou son rattachement à la Russie. Le décret est signé dès l'après-midi. Et le 11 mars, elle déclare son indépendance et la tenue d'un référendum le 16 mars 2014 pour valider un tel rattachement à la Russie. Évidemment, la Crimée se prononce en faveur d'un rattachement à la Russie le 17 mars.
Le 7 juillet 2014, un vol Malaysia Airlines qui survolait le Donbass est abattu en plein ciel, près de la frontière russe, tuant les 298 personnes à bord. La destruction de ce vol civil amplifie la crise diplomatique, notamment du fait que l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement d'avoir abattu l'avion. Encore aujourd'hui, le conflit est majeur. Merci beaucoup, Mme Leboeuf, de nous avoir éclairé sur le sujet. À la prochaine. Je vous présente maintenant à M. Charles Vivachon. Bonjour, M. Vachon. Bonjour, M. Léger. Nous savons que la crise a beaucoup d'effets domestiques et internationaux. Alors, pouvez-vous nous expliquer plusieurs conséquences de cette guerre? L'Ukraine se prépare à une guerre à grande échelle contre la Russie. Il demande donc l'appui du Canada pour leur fournir des armes, étant donné les relations tendues depuis 2014. Depuis le début de cette guerre dévastatrice, plus de 9 700 personnes ont été tuées et 21 000 personnes ont été blessées. La situation est critique pour les habitants de ce pays qui vivent constamment dans un champ de bataille. Par exemple, les citoyens d'Avdiivka, une ville industrielle en Ukraine, font face à des pénuries de chauffage et d'eau. Pour venir en aide à leur population, l'armée ukrainienne distribue de la nourriture. La situation est si alarmante que les autorités se préparent à évacuer la ville. Il est clair que ce conflit fait peur aux populations des deux pays en question. J'ai fait des recherches de mon côté et, selon une estimation d'octobre 2014 de la Banque mondiale, l'économie de l'Ukraine s'est contractée de 8% en 2014. De plus, la guerre de Donbass a causé une pénurie de charbon en Ukraine, car la région de Donbass était la principale source de charbon pour les centrales électriques à travers le pays. En outre, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été forcée de fermer l'un de ses réacteurs après un accident. La combinaison de ces deux problèmes a entraîné une panne d'électricité en Ukraine en décembre 2014. De plus, il est vrai que cette guerre a eu de grands impacts économiques sur la Russie, car il y a eu un arrêt d'échanges commerciaux avec les États-Unis et l'Europe. De plus, l'Ukraine a aussi perdu sa majeure partie de leurs revenus, qui est la vente de leur gaz. Les deux pays ont de la difficulté à continuer à investir dans la guerre et à s'occuper de sa population. Merci beaucoup, M. Vachon. Maintenant accompagné de Mme Véronique Chevrier. Bonjour, Mme Chevrier. Bonjour, David. Pouvez-vous me dire si dans ce conflit, il y a des interventions internationales? Oui, afin d'atténuer les conflits entre l'Ukraine et la Russie, des représentants de l'Ukraine, de la Russie et de l'OSCE ont créé le groupe de contact trilatéral sur l'Ukraine en juin 2014 pour faciliter la communication et la résolution des conflits dans l'Ukraine. Après plusieurs négociations signées à Minsk, le protocole de Minsk est établi le 5 septembre 2014. Il s'agit d'un accord signé par les représentants de l'Ukraine, de la Russie, de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de la Luhansk pour mettre fin à la guerre en Ukraine orientale. Cet accord est la suite de plusieurs cessez-le-feu qui avaient pour but de cesser plusieurs combats. Malheureusement, le protocole de Minsk a échoué et n'a pas atteint son objectif d'arrêter tous les combats dans l'est de l'Ukraine. Donc, pour continuer, suite à l'échec du protocole de Minsk, les dirigeants de l'Ukraine, de la Russie, de la France et de l'Allemagne se sont mis d'accord sur les mesures concernant la guerre du Donbass lors d'un sommet organisé par l'Organisation pour la sécurité et de la coopération en Europe à Minsk le 11 février 2015 et propose Minsk II. Aussi, l'Ukraine a non seulement accès à de l'aide internationale, mais aussi à de l'aide humanitaire. Étant donné les horribles conditions présentes en Ukraine, plusieurs organisations non gouvernementales apportent de l'aide immédiate aux citoyens en Ukraine, tels que la nourriture, des vêtements et des soins médicaux. Je suis maintenant accompagné de Mme Camille Deschamps. Comment ça va, Mme Deschamps? Oui. Pouvez-vous m'expliquer s'il y a des gagnants dans ce conflit? Oui. En fait, les conséquences civiles et internationaux que Charles-Olivier et Danick nous ont expliqués avant nous aident à comprendre qui sont les plus faibles et les plus forts dans ce conflit. Alors, il est clair que les Tatars de Crimée sont ceux qui souffrent le plus. Ils sont victimes d'un grand dirigeant, comme ils l'ont déjà été auparavant. La Crimée devient de plus en plus isolée des autres territoires et leur situation reste encore critique. Les Ukrainiens sont aussi affectés par ce conflit. Un peu moins de 30 500 Ukrainiens ont été atteints par cette guerre, dont 100 000 morts et 21 000 blessés. Lorsque ce pays s'est fait bombarder, près de 2 millions d'Ukrainiens ont été obligés de quitter leur maison. Non seulement les habitants du pays sont bouleversés par cette guerre, mais la richesse des habitants baisse de 20% à cause de l'agression russe. L'Ukraine n'a même plus l'ambition de reprendre les territoires qui lui ont été pris. Il est donc évident que la Russie sont les gagnants de ce conflit. Ce pays a une très grande autorité sur l'Ukraine et la Crimée. Voici une carte qui nous démontre donc les territoires que les Russes ont ou veulent menacer. Voilà, c'est tout. En espérant que vous compreniez mieux le conflit entre l'Ukraine et la Russie, on se revoit la semaine prochaine.